Bonjour Gérald Bronner, vous êtes avec nous, sociologue, bien sûr, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie nationale de médecine, et puis vous avez aussi présidé la commission des Lumières à l'âge numérique qui avait été demandée par Emmanuel Macron, et votre nouveau bouquin s'appelle Les Origines, pourquoi devient-on qui l'on est, publié chez Autrement, et comme à chaque fois, c'est un carton en librairie. J'avais envie de vous dire, parce qu'on a envie de comprendre au fond, cette expression « reste à ta place », et je vais vous la retorquer, Gérald Bronner, on vous a dit « reste à ta place », c'est-à-dire fils d'une femme de ménage, vous n'auriez jamais dû être là aujourd'hui sur ce plateau? Alors sans doute, d'après les statistiques en tout cas, c'est vrai que les statistiques, c'est une mer relativement cruelle. Elles montrent que la France est un des pays les plus reproducteurs des inégalités. Donc quand vous naissez fils de femme de ménage, par exemple, ou d'ouvrier, ou d'une classe modeste, vous avez assez peu de chances de devenir professeur à la Sorbonne, comme oui. J'ai eu la chance, moi, de devenir. Ça, on le voit dans les statistiques. Oui, c'est tout à fait indiscutable. Mais d'un autre côté, ça dépend justement de ce qu'on vous dit. Moi, on ne m'a pas dit « reste à ta place ». C'est ça, c'est ça la chance que j'ai eue. Vous étiez, votre maman donc, était femme de ménage, travaillait pour des bourgeois, ouais. Et vous n'étiez à l'école pas destiné à faire ce que vous faites aujourd'hui. Non, mais j'étais fort à l'école, ce que je dissimulais un peu parce que c'est pas forcément bien vu par les camarades, c'était pas forcément bien vu par mes camarades de classe modeste justement. Oui. C'est-à-dire qu'il vous faisiez semblant de... Oui, j'étais vous dissimuliez vos bonnes notes. J'étais chahuteur pour ne pas apparaître trop comme le premier de la classe qui pourrait être une victime des autres. J'essayais d'être inséré comme n'importe quel être humain. Mais j'ai été applaudi, c'est la grande chance que j'ai eue pour toutes mes réussites, notamment pour le baccalauréat, n'est-ce pas? C'était une fête chez moi. Et si on y réfléchit un peu, c'est pas forcément le cas. Par exemple, dans les catégories bourgeoises, où un fils de chirurgien n'est peut-être pas applaudi quand il a le baccalauréat. C'est normal. Pour lui, c'est normal. C'est normal. Pas pour vous, mais pour lui, oui. Mais d'autres enfants de classe modeste, c'est ce que raconte Sébastien Le Foll, par exemple, un journaliste qui a très bien réussi, on peut leur dire, en effet, reste à ta place. En fait, il y a toutes sortes de récits. C'est ce que j'explique dans un chapitre qui s'appelle La promesse de l'aube. Tout dépend le genre d'espoir qu'on va insinuer en vous, parce qu'il y a une inégalité des chances, mais il peut y avoir aussi une inégalité des espoirs. Ça, c'est magnifique, cette expression. C'est-à-dire, au fond, il y en a certains qui rêvent d'être ouvriers, ils deviennent facilement ouvriers. Il y en a d'autres qui pourraient rêver d'avoir un poste, qu'on va dire, plus rémunéré ou plus, respecté d'une certaine façon. Et celui-là, il ne va pas rêver du tout à ça. Non, il peut y avoir des assignations à résidence sociale. Je raconte un travail d'un anthropologue absolument passionnant sur les Ashanti au Ghana, qui nomment leurs enfants d'une façon différente selon qu'ils sont nés le lundi ou le vendredi. Bon, voilà. Et ils attribuent des caractéristiques psychologiques. Le lundi, c'est des gens très vertueux, soi-disant, et le vendredi, des gens au contraire qui enfreignent la loi, etc. Et ils regardent les statistiques du tribunal, il se trouve beaucoup plus de gens qui sont nés le vendredi que le lundi. Et quelle est la morale à retirer de cela? Ça veut dire que, sauf si vous croyez à la puissance des prénoms, ce qui n'est pas mon cas, ça veut dire qu'un récit qu'on vous a raconté sur votre propre personnalité peut devenir autoréalisateur. Ce qui veut dire que quand on dit à un enfant « reste à ta place, c'est pas pour nous », non seulement déjà il part avec des handicaps à la base parce qu'il n'a pas accès à la culture, il n'a pas le réseau d'information, il ne sait pas ce que c'est que Normal Sup ou l'ENA par exemple, mais en plus de cela, il va intégrer des fictions qui risquent de devenir autoréalisatrices, performatives et vont l'empêcher clairement de réussir. Autant il va se dire c'est pas pour moi. Il va dire c'est pas pour moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on parle du mérite. Mais alors ça veut dire quoi? Qu'un fils d'ouvrier, pour résumer, pour prendre cet exemple, il peut avoir du mérite et il réussira pas. Par contre, un fils de notaire, un fils de grand patron, lui, sans mérite, il va réussir? Les deux sont possibles, mais ceci dit, un héritier peut avoir aussi beaucoup de mérite, il peut aussi travailler, c'est pas du tout incompatible. Et un fils d'ouvrier, avoir du mérite et réussir. Mais on voit qu'il y a toutes sortes de situations, et c'est le problème sans doute de cette fiction républicaine qu'est la méritocratie, vis-à-vis de laquelle j'ai le rapport que Churchill avait avec la démocratie, si vous voulez, c'est-à-dire le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que la méritocratie ne tient pas ses promesses, mais c'est quand même une fiction nécessaire, comme dit le sociologue François Dubé, parce que sans ça, c'est éventuellement la désespérance, c'est le fatalisme social, qui a certes des arguments statistiques, mais comme on vient de le dire, qui ne rend guère service aux classes populaires. Oui, mais alors au fond, ça ne rend pas service, vous dites, aux classes populaires, et pourtant on entend, je pense par exemple à Annie Ernaux, que vous citez, prix Nobel de littérature, qui dit « je venge ma race, j'ai vengé ma race ». Au fond, la race, c'était le milieu social modeste duquel elle vient. Oui, c'est vrai, elle vient d'un milieu social
social modeste, et je ne m'attaque pas du tout à ses qualités littéraires, je n'ai pas de compétences pour ça, mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, il y a une obsession contemporaine, que ce soit chez elle, Édouard Louis et beaucoup d'autres, à raconter leur passé quand ils viennent d'une catégorie modeste, comme parsemé de souffrance. C'est ce que j'appelle le dolorisme, en fait. C'est une façon de se raconter soi. La douleur, quoi, en fait. Oui. Or, le vrai sujet de mon livre, finalement, c'est surtout, est-ce qu'il est possible de se rencontrer soi-même, hein. C'est les origines, c'est-à-dire pourquoi je suis devenu qui je suis. Et on se raconte tous des fictions, on a tous des fictions de soi-même, donc on ne peut pas vraiment se rencontrer objectivement, mais par contre, il y a vraiment des façons de ne pas se rencontrer du tout. Et je pense que le dolorisme, c'est une façon d'éclairer seulement une facette du polyèdre de notre personnalité, qui est très complexe, où il y a plein de facettes et qui est trompeuse. Et je m'interroge sur cette mode parce que finalement elle est récente. Quand on prend les transclasses du 19e siècle ou du début du 20e siècle, c'était plutôt finalement le sentiment de réussite, la fierté, et puis aussi la reconnaissance envers notamment l'école de la République. Là, sous la plume de ces écrivains, on ne voit qu'en effet que souffrance, honte. C'est le terme qui revient. Oui, ils ont honte de leur livre d'Annie Ernaux. Absolument. Ils ont honte de leur classe sociale, honte d'avoir eu honte. La honte est redoublée, retriplée. Et cette honte, c'est ça le problème. Je ne conteste pas leur affect, qu'ils aient ressenti ça, c'est une chose. Mais elle se mue en ressentiment, hein, je veux venger ma race et ma classe, alors qu'à mon avis, leur récit est tellement stéréotypé qu'il ne rend pas du tout service aux classes populaires. Je pense qu'il rend plutôt service aux attentes des classes bourgeoises, qui sont elles-mêmes stéréotypées, sur les classes populaires. Donc c'est plutôt pour moi un discours de soumission que de revanche. Ah, c'est ça. Vous dites, Annie Ernaux a un discours de soumission. Oui. Vraiment. Oui, c'est ce que je crois. Vous dites que ça correspond en fait à une vision bourgeoise. Elle a une vision bourgeoise de ce qu'est la classe populaire. Elle a une vision qui correspond à la vision que peut arranger la classe bourgeoise. Édouard Louis, par exemple, qui est à mon avis assez caricatural de ce point de vue. Bah oui, parce que où est dans leur description des classes populaires, où est la belle qualité de la classe populaire, la pugnacité, le sens de l'honneur, la dignité, la joie, le rire. Enfin, moi, je me souviens évidemment de manquements matériels. Les habits à la mode qu'on n'a pas, etc. Les vacances au ski qu'on ne prend pas, les vacances d'ailleurs qu'on ne prend pas du tout. Mais d'un autre côté, je me souviens aussi d'avoir ri, une joie collective, et puis encore une fois, un sentiment de dignité. Et je pense que c'est ça qui, finalement, en y réfléchissant bien, anime un peu ma plume quand j'écris des livres. C'est pour ça que j'ai failli abandonner plusieurs fois celui-ci, parce que j'avais peur de ne pas être sincère jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'être. Part personnelle, hein, Gérald Bronner. Oui, c'est l'élément de la collection. Aussi. Oui. La collection, que dirige Alexandre Lacroix, c'est celle-ci. Elle mélange les approches intellectuelles que je propose sur la question des origines et des éléments autobiographiques. D'où je me révèle un petit peu, avec un peu de difficulté. Mais en même temps, la question posée sur le livre, c'est pourquoi devient-on qui l'on est ? Mais pour ça, il faudra déjà bien se connaître. Oui, mais pour se connaître, il faut éviter les pièges narratifs, encore une fois. Là, on a parlé du dolorisme, mais il y en a plein d'autres. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a des tas de gens qui se déclarent haut potentiel intellectuel, HPI. Il y a des épidémies. Ah oui, ils s'auto-déclarent, vous voulez dire. Alors, souvent, ils s'auto-déclarent, ils s'auto-diagnostiquent sur Internet. Et alors, ce type d'explication a beaucoup d'avantages parce qu'il rend compte du fait que, par exemple, vous avez pu échouer dans les études. C'est pas parce que vous n'avez pas travaillé ou parce que vous n'y êtes pas... C'est parce que le système n'était pas fait pour l'excellence de votre intelligence, n'est-ce pas ? Ça existe, hein, les HPI, les vrais HPI. Mais pas autant que ceux qui croient... qui croient l'être, disons, et c'est un des récits. La psychanalyse et beaucoup d'autres, en fait. Oui, mais juste pour revenir là-dessus, ça veut dire quoi ? C'est la faute des autres. En fait, c'est ce qu'ils disent. Tout ils disent, ça, au fond, quand on réussit, c'est grâce à ses qualités, et quand on échoue, c'est à cause des autres. Exactement. Il y a au moins deux grandes erreurs à ne pas faire quand on veut se rencontrer soi-même. C'est d'une part, ne pas faire tenir toute sa personnalité sur une seule variable. C'est ce qu'on appelle le monocausalisme. Et donc, en fait, j'explique tout par un drame qui serait survenu dans mon enfance, un trauma que j'aurais peut-être oublié, etc. C'est toute la rhétorique qu'on trouve un peu en psychanalyse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas des traumatismes, encore une fois, mais notre personnalité ne tient pas que sur un seul facteur. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce facteur, il faut faire attention au biais d'autocomplaisance, c'est-à-dire en effet ce biais qui, en fait, nous explique que toutes nos réussites sont dues à nos qualités et tous nos échecs à la méchanceté des autres ou à des facteurs environnementaux qui nous ont affaissés, qui nous ont empêchés de devenir nous-mêmes. Non, souvent ce sont ces récits-là qui nous empêchent de devenir nous-mêmes. Ce qu'on pourrait dire une sorte de victimisation, ce qui était très à la mode, hein. Dans la société d'aujourd'hui. On existe parce qu'on est la victime de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, le succès des récits doloristes est sans doute la conséquence de cette société de victimes, où, effectivement, c'est ce que décrivait Guillaume Erner, par exemple, dans son livre « La société de victimes ». Je pense qu'il a vu assez juste. Et donc, en fait, on n'intègre pas, c'est ça le drame, et c'est la proposition que je fais dans le livre, c'est l'extrême complexité
de ce que l'on est. Nous sommes tous des êtres feuilletés avec, bien sûr, nos parents, ça compte, mais pas que nos parents. Nos pères, les amis que nous avons fréquentés ont beaucoup d'influence sur nous. La science le montre et j'en donne les références. Bien entendu, aussi nos origines biologiques. On a un patrimoine génétique. Et puis, le hasard. Ça, c'est fondamental. Je pense que vous n'arrivez jamais à une certaine forme de sagesse dans la vie si vous n'accordez pas au hasard la part qu'il a eue, c'est-à-dire des petites décisions qui auraient pu provoquer des catastrophes ou des joies immenses. Ou la chance. La chance, tout simplement, les rencontres, les gens qui nous ont tirés vers le haut, des professeurs, des amis, parfois des membres de la famille. On ne peut pas résumer les choses comme ça de manière un peu caricaturale. Mais alors vous parliez à l'instant donc de ce que vous appelez la socialisation primaire, qui est donc les premiers contacts de la vie après la naissance, et puis finalement aussi une sorte d'héritage biologique. Ah oui, finalement, qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce qu'il y a pas dire une forme d'intelligence, une intelligence différente dès la naissance, ou est-ce que c'est uniquement l'expérience qui fait la personnalité? C'est ce « ou » qui ne va pas, il faut rajouter un « et ». En fait, les deux sont importants, les deux sont impliqués. Bien sûr que la couleur de nos yeux est déterminée par notre patrimoine génétique. On dit les chiens ne font pas des chats. Voilà, les chiens ne font pas des chats, mais cet adage. Il ne faut pas exagérer non plus l'influence de ce patrimoine génétique, mais il est important, il existe, y compris pour certaines compétences cognitives. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le démontre par exemple des études avec des jumeaux homozygotes, n'est-ce pas, qui ont le même patrimoine génétique, mais qui ont été socialisés dans des familles différentes. Ou des enfants adoptés. Vous ou des familles adoptées. Oui. Il y a beaucoup d'études sur ce point. Maintenant, la génomique, en plus, a fait des progrès qui permettent d'avancer plus. On sait aussi, comme je vous l'ai dit, qu'évidemment que les parents ont de l'influence. Mais quand ils ont de l'influence, c'est pas seulement en raison de variables sociales, c'est-à-dire leur profession. On parle souvent, les sociologues font des analyses corrélationnelles. Ils regardent l'influence de la profession des parents, qui va prédire en effet statistiquement en partie ce que vous allez devenir. Mais c'est une petite partie, parce que dans ce milieu social, il n'y a pas que donc l'origine des parents professionnels, il y a ce qu'ils vont vous dire, la façon dont ils vont vous aimer, la façon dont ils vont encore une fois insinuer en vous des espoirs, la promesse de l'aube, comme je le disais, les récits qu'on va faire de vous. Par exemple, les enfants de l'immigration de l'Asie du Sud-Est réussissent mieux que tout le monde partout dans le monde, en France y compris, aux États-Unis. Ça, c'est d'où ça vient, ça? On a une explication. On a au moins une explication. Les quelques études qui ont été faites montrent que les récits justement qu'on voit dans ces familles, la façon dont ils éduquent leurs enfants, est très fondée sur la notion de mérite, sur le respect des professeurs, etc. Donc je suppose que c'est au moins une partie des variables qui expliquent ce succès. Oui, mais alors on peut avoir des parents très riches et être un cancre et ne rien faire en se disant de toute façon l'avenir m'est garanti, j'ai même pas besoin de travailler. C'est possible. Est-ce que dans la société, ces personnes-là vont avoir une place supérieure à l'enfant d'un milieu populaire qui va énormément travailler pour s'en sortir? Il peut y avoir des injustices de ce genre, mais d'une façon générale, quand vous venez d'un milieu où il y a beaucoup de capital économique et symbolique et culturel, vous avez plus de chances de réussir parce que vous avez des livres à portée de main et parce que les fictions qu'on va vous raconter vous destinent à réussir aussi. C'est les deux. C'est ça que j'essaye de rappeler à mes lecteurs. C'est que, encore une fois, la question si difficile des origines et du point de destination, c'est-à-dire ce qui se passe entre les deux, c'est une question éminemment complexe et multifactorielle. Oui, alors je disais, vous avez présidé la commission sur les lumières au temps des réseaux sociaux. Mais juste un mot, c'est parce que l'intelligence artificielle, maintenant, les réseaux sociaux, chacun a une personnalité numérique. Et puis existe à travers une forme de narcissisme exprimé par les likes et les selfies, le regard sur soi-même. Et qu'au fond, on veut se connaître. Mais au fond, qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un grand leurre aujourd'hui sur ce que l'on est et qui serait en quelque sorte déformé par les réseaux sociaux? Certainement, puis en tout cas, ce qu'on y expose n'est pas un échantillon représentatif de notre vie. C'est-à-dire qu'on va y exposer généralement sur les réseaux sociaux les éléments les plus enviables de notre vie. Quand on va dans un grand restaurant, on fait des belles vacances. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens qui vont sur les réseaux sociaux en ressortent plus malheureux que quand ils sont entrés. Et ça aussi, c'est la science qui le montre. On sait notamment qu'il y a des dégâts d'ailleurs importants chez les jeunes filles sur Instagram. Parce on n'obtient pas la reconnaissance de soi avec des likes sur les réseaux sociaux. Ah si, on peut l'obtenir justement, mais les factices. Et la tentation, on sait que les likes, etc., activent des réseaux dopaminergiques et donc de satisfaction. La tentation, ce serait de se replier dans les mondes numériques
pour vivre moins, si je puis dire, la vie réelle. Quand on pense par exemple à la réalité virtuelle qui est en train de se développer beaucoup, le métavers, etc., la question qu'on se pose, c'est est-ce que il ne va pas y avoir une tentation à un moment donné pour certains de nos concitoyens qui ne sont pas satisfaits parce que la vie, d'après eux, les a traités injustement, eh bien d'aller reconstruire, de redistribuer les cartes du destin en allant explorer d'autres mondes. Oui, et puis la reconnaissance de soi à travers aussi uniquement son physique, parce que c'est un peu ça qu'on voit en premier sur les réseaux sociaux, à travers la chirurgie esthétique, à travers la représentation de soi. Le physique est de plus en plus déformé sur les réseaux sociaux, parce que les gens s'exposent avec un filtre. Donc de toute façon, encore une fois, là on voit un décollement de la réalité. Ensuite au filtre... Et alors, vous avez tout à fait raison, certains se font même opérer, subissent des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler au filtre, c'est-à-dire que tout à coup, l'imaginaire contamine le réel. C'est une bataille, en fait, qui est en train de se livrer devant nos yeux entre l'imaginaire et le réel, et personne ne sait ce qui va l'emporter. Oui, mais à la fin, qui sont-ils ? Ils savent eux-mêmes, ils ne savent plus du tout ce qu'ils sont. Bien voilà. Et comment on trouve ce que l'on est ? On revient au titre du livre. À cette question fondamentale, est-ce que j'ai des chances de me rencontrer moi-même, qui est quand même la quête des quêtes, la quête que nous menons tous à un moment donné, et le chemin est parsemé d'embûches. Merci beaucoup Gérald Bronner. Ça s'appelle Les Origines. Pourquoi devient-on qui l'on est, publié chez Autrement, vous l'avez compris, c'est absolument passionnant. Je vous conseille ce livre de Gérald Bronner. Comme à chaque fois, et tout le monde s'y plonge, multiples réflexions pour se comprendre et se connaître. Merci Gérald. Merci.